Donc merci à tous d'être parmi nous. C'est donc ce soir la première initiative des Amis de l'Humanité de la Sarthe. Je dis la Sarthe parce que les Amis de l'Humanité, ça existe au niveau national. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Charles Sylvestre, qui est cofondateur des Amis de l'Humain nationaux et vice-président des Amis de l'Humain. Alors, impossible, avant de parler un peu des Amis de l'Humanité, de ne pas parler du journal. Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, dit la chanson de Ferrat. Et c'est bien sûr de l'humanité dont il parle, lui qui fut un ami de l'UMA de la première heure, et qu'on a pu entendre, je crois Charles devait y être aussi, un soir de septembre 2004 à la fête de l'Humanité, au stand des Amis justement, chanter a cappella une dernière fois en public après plus de 20 ans de silence musical, la chanson Les Cerisiers. Donc grand moment d'émotion partagée, comme savent les concocter les Amis de l'UMA au niveau national en tout cas, et des comités locaux, il y en a une quarantaine en France. Donc un de plus avec celui de la Sarthe. Comment aussi évoquer l'humanité sans évoquer Jean Jaurès, son fondateur, dont Charles est d'ailleurs un spécialiste. Il a écrit des livres sur Jaurès, visionnaire, pacifiste, démocrate, socialiste, sûrement pas le socialisme d'aujourd'hui. D'ailleurs, il a cette formule sans ambiguïté: ce que la vie m'a révélé, ce n'est point l'idée socialiste, c'est la nécessité du combat. Comment ? Bonsoir à tous, excusez-moi, à l'actualité villageoise, il y a une Mégane 72 garée en haut de la place qui empêche le car de circuler. DZ72. Quelle couleur ? Couleur foncée. Donc, ça y est, c'est réglé. Et donc, ce que la vie m'a révélé, ce n'est point le socialisme, mais c'est la nécessité du combat. Et on sait son engagement aux côtés des mineurs de Carmaux. Bon, on rappelle rapidement qu'il a été assassiné à la veille de la boucherie de 14 pour ses positions jusqu'au bout pacifistes. Son journal a aujourd'hui 115 ans, l'Humanité, et résiste encore au rouleau compresseur des médias officiels, mais aujourd'hui, il est en redressement judiciaire et en risque donc de disparaître, ce journal. Et Amis de l'Humanité, bien sûr, je précise, c'est l'humanité avec un H, c'est-à-dire c'est un H majuscule, c'est le journal, même si bien sûr les Amis de l'Humanité sont aussi les amis de l'humanité avec un petit H, de l'humanité en général. Nous le savons, l'essentiel de la presse, pour ne pas dire ça, Juan pourra peut-être évoquer cette question, l'essentiel de la presse, pour ne pas dire sa presque totalité, est aux mains de quelques grands groupes et fortunes. Donc la disparition de l'humain signerait un recul terrible de l'expression, de la liberté, et constituerait une accélération décisive de l'asservissement aux forces idéologiques libérales déjà toutes puissantes. Évidemment, je parle de Macron, mais plus que de Macron, hein, il y a aussi une deuxième gauche qui peut être concernée par cette critique. Ces formes idéologiques qui, en créant les inégalités, sont en train de nous conduire droit vers des réactions identitaires de l'extrême droite si dangereuses. Et même si on peut et on doit entretenir des désaccords avec l'humain, hein, qui a été aussi très asservi au Parti communiste pendant longtemps en étant son organe officiel d'expression, ça reste une pièce maîtresse du pluralisme et une condition absolue de la démocratie. Alors, Charles a écrit un livre qui est disponible ici, il y a quelques exemplaires, qui s'appelle Fils d'humanité, qui est un témoignage vu de l'intérieur des coulisses du journal, on va dire. Moi, j'y lis un amour immodéré pour ce journal, mais aussi l'exposition sans concession des frottements et dissidences qu'a pu vivre le journaliste au cours de sa carrière. Donc voilà, alors je devais lire un extrait, j'avais marqué la page, mais j'ai pas le bouquin, je l'ai laissé dans la voiture. Une orientation journal qui aujourd'hui, et là Marc nous témoignera de cette question, s'ouvre d'une façon particulièrement forte oui, page 130. C'est la conclusion de Charles d'une première partie au
terme de ce récit, j'en mesure le risque. Étais-je seul, comme le jeu employé pourrait le laisser entendre, à vivre à l'humanité un journalisme sans modération, engagé dans un travail forgé dans la conviction, souvent enthousiaste, parfois se heurtant à des retournements difficiles à maîtriser. Non, bien sûr, mes sentiments, d'autres les partageaient, ou non. Le désaccord n'est pas un mal. J'ai dit ce que j'avais à dire de façon personnelle pour une raison d'actualité. Il est temps de se livrer à un examen des 50 années écoulées. Et là, Charles, dans la deuxième partie, va développer, par une série d'articles qu'il remet en contexte, depuis 68, l'évolution sociale du pays. Donc, la société, maintenant, pour en arriver à la question de la Société des Amis de l'UMA, qu'est-ce que c'est? Elle a été fondée en 96, dans une période où le journal affrontait déjà de grandes turbulences. Et elle a pour but, cette association, de défendre le pluralisme de la presse, en France, dans le monde, et puis évidemment l'existence du journal, et la promotion des valeurs de son fondateur, Jaurès. C'est donc, ça couvre beaucoup plus large que la défense du journal en lui-même, même si l'actualité de ses difficultés nous impose d'insister sur cet aspect. Alors, pourquoi créer localement un comité? Parce qu'on est plusieurs dans l'association d'aujourd'hui à avoir vécu l'intérêt de ce que concoctent en général les Amis de l'UMA à la croisée des mises en réflexion qui croisent les questions artistiques, qui croisent les questions de tout genre, politiques, syndicales, philosophiques, scientifiques, etc. Et on avait envie que voilà, ça se passe aussi plus près de chez nous. L'association s'est réunie pour la première fois le 12 janvier dernier et s'est constituée officiellement ces derniers jours. On a commencé par faire et organiser avant de structurer. C'est pas que de la négligence, je pense que c'est volontaire de voir s'il y a matière à structurer quelque chose, et je pense que vu le résultat aujourd'hui, on va structurer. Donc, pourquoi Jupy? Dernier point, avant de céder la parole aux invités, même s'il fait froid, s'il pleut, enfin pas encore, mais ça menace, et si les conditions sont un peu difficiles, ben voilà, le lieu, on a croisé, on est passé par la forêt de Bercé, c'est un lieu magnifique, et puis l'idée c'est de faire venir la ville à la campagne, et de pas toujours tout concentrer sur les espaces urbains. Le Saint-Jacques, qui nous accueille, c'est un café ouvrier et paysan. En 1906, le secteur du sabot, du tournage du bois, etc., employait presque 200 personnes sur quelques 1000 habitants du village. Donc c'est un café historique avec des centaines de gens, de sabotiers, de paysans qui ont fréquenté ce café. Et la dernière rupture qui vient de lui arriver, c'est de devenir associatif à un moment où il arrivait au bout de sa course et où plus personne ne voulait reprendre ce café. 52 habitants se sont cotisés, ont dit c'est pas possible, ils ont racheté et ils ont cédé l'animation du lieu à une autre association qui s'appelle Brasvie. Donc je remercie beaucoup Brasvie, dont d'ailleurs je fais aussi partie, mais voilà, et ses bénévoles, ses animateurs qui ont organisé tout ça, et donc voilà, remerciement à Brasvie. Je remercie tout de suite aussi les musiciennes qui vont intervenir tout à l'heure, qui ont accepté de nous faire un dessert musical autour du thème de la liberté. Je remercie tout de suite, avant d'oublier, la FSU pour le prêt de Barnum, Sono, dans laquelle je parle, etc. Qui je dois remercier encore? Les gens qui sont là, mais j'ai commencé par ça tout à l'heure. Je remercie la mairie qui a prêté les deux, trois Barnum. Voilà, bon, on fait avec le climat tel qu'il est. Et puis je remercie Charles, bien sûr, pour s'être déplacé et accompagné cette première. Charles, il est aussi l'auteur donc je l'ai dit, de plusieurs livres de Jaurès. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Manifeste des ouvriers avec Bernard Lubat et Roland Gori. Et donc il sort ce livre, Fils d'humanité, aussi. Je remercie Marc, qui lui est un membre des Amis locaux, cofondateur aussi des Amis locaux, journaliste retraité à l'Humanité, et qui a chroniqué ce qui s'est passé sur le rond-point des Gilets jaunes de Montabon. Voilà. Et puis je remercie évidemment Juan, qui
venu malgré une actualité plus que serrée. En venant, il n'a pas arrêté de travailler dans la voiture. Donc Juan, tu es universitaire, tu es avocat, tu l'as été de Mélenchon, mais aussi tu es l'avocat de Julian Assange qui vit une chose extrêmement difficile en ce moment, avocat d'un certain nombre de gilets jaunes qui sont aussi soumis à bien des tensions, et puis tu es journaliste. Alors... sans carte de presse. Oui, il n'y a pas besoin. On sait qui on pense. Journaliste qui écrit régulièrement dans Le Monde Diplo. Est-ce que je vais y arriver? Je suis paumé dans les... Non, c'est toujours pas ça. Bon, bref. Je sais plus aussi. Charles, donc, en fait, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que votre point commun à tous les trois, c'est d'avoir quand même un rapport avec l'humanité. Charles, évidemment, puisqu'il a été rédacteur en chef pendant longtemps de l'UMA, Marc, parce qu'il a été journaliste à l'UMA, et puis Juan, parce qu'il a aussi, il y a 10 ans, ou plus, chroniqué dans l'UMA l'affaire Colonna. Voilà. Alors, je commence par une question qui s'adresse plutôt à Charles, mais évidemment, les invités peuvent participer à cette question, mais je pense quand même qu'on a besoin d'avoir un peu d'informations sur la situation exacte du journal. Donc, je te propose, Charles, de commencer par cette question du journal et de... voilà. Alors, merci Eric, merci à vous d'être là. Alors, je vais trahir Eric de Mougin, parce que je ne vais pas commencer comme il me l'a suggéré. Voilà. Bon, si je devais commencer comme il me le suggère, je vous dirais que l'humanité est en redressement judiciaire. Elle est, comme on dit, sous la protection du tribunal de commerce. Sous la protection, ça veut dire que pendant qu'elle est sous la protection, les dettes qu'a l'humanité vis-à-vis de fournisseurs et d'autres ne peuvent pas le mettre en liquidation. Parce que c'est ça qui serait le plus grave. Qu'il y aurait une cessation de parution. Voilà. Donc ça, c'est la situation juridique actuelle. La situation de l'humanité aujourd'hui n'est pas que juridique. Hein. Je vais vous en dire quelques mots. Non, ce que je voulais vous dire, c'était que j'avais envie de commencer en rétro-pédalant et en revenant, en faisant un peu d'histoire. Ça fait jamais de mal. Bon, quelle histoire? C'est que en 1944, le 25 août 1944, Roman von Scholtitz, le commandant du Grosse Paris allemand, est en train de donner sa reddition au général Leclerc et au colonel Fabien, c'est-à-dire là, dans les sous-sols de Paris, paraît une ordonnance sur la presse. Et il y en a déjà eu avant, il y en aura d'autres après. C'est ce qu'on appelle les ordonnances de 1944. Ces ordonnances sur la presse, elles sont celles qui sont prises sous la présidence du général de Gaulle, avec déjà un gouvernement provisoire, qui va devenir un gouvernement durable, dans lequel il y a des ministres de plusieurs partis. Par exemple, ça, c'était pas prévu au programme, mais ça a été comme ça. Il y avait 7 ministres communistes. Voilà. Et donc, ces ordonnances sur la presse, elles disent des choses très importantes à mes yeux, qui gardent toute leur valeur. C'est la presse doit être sanctuarisée vis-à-vis des puissances d'argent et vis-à-vis des forces politiques. Bon, elle doit, dit cette ordonnance, elle doit respecter l'exactitude des faits et servir le progrès humain. Donc, vous voyez, être sanctuarisé vis-à-vis des puissances d'argent, l'exactitude des faits et le progrès humain. Donc, c'est toute une espèce de petit programme pour la presse, que la presse va renaître donc en 44, 45, 46. Il y aura à peu près plus de 60 quotidiens nationaux en 46, vous imaginez un petit peu. Et donc, pourquoi c'est si important? C'est que il y a une espèce de coupe de force là. C'est la presse, le renouveau de la presse et le renouveau social. Ça, à mes yeux, c'est extrêmement important. C'est en 1945 que va paraître la loi qui crée la sécurité sociale. Et donc ça, la sécurité sociale, vous voyez bien, c'est l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance chômage, et l'assurance, etc., plus les allocations familiales. Donc, pourquoi, ce qui m'importe à moi, c'est de montrer comment,
à un moment donné, la presse et le renouveau social marchent ensemble. Et je vais abréger, vous allez voir, c'est que je me dis que depuis 1945, il y a eu une chute dans les deux cas. Il y a comment dire, une marche arrière sociale qu'on constate aujourd'hui. Bon, et deuxièmement, il y a aussi une plongée de la presse dans exactement ce que le Conseil national de la résistance lui défendait, c'est-à-dire être entre les mains des puissances d'argent. Toute la presse aujourd'hui est entre les mains, sauf le monde diplomatique, sauf bon, il y a quelques journaux quand même, mais en tant que quotidien, je crois qu'il n'y a pratiquement que l'Humanité. Bon, parce que oui, la Croix, oui, la Croix. C'est un statut tout à fait particulier. Bon, heureusement, mais bon, mais à peu près tous. Bon, Libération qui a été créée par Jean-Paul Sartre, d'accord, après 68, est entre les mains aujourd'hui, je crois que c'est Patrick Drahi. Hein. Voilà, donc ils y sont tous passés. Le Monde aussi, Berger, Miel, etc. Voilà. Donc, alors, pourquoi c'est très important? Parce que par exemple, je vais vous dire, moi j'ai suivi de très près depuis le début l'affaire des Gilets jaunes. Pour une raison extrêmement simple, toute ma vie de journaliste, elle a été consacrée à des grèves ouvrières, pratiquement toutes. J'ai commencé en 67 à Saint-Nazaire avec la grande grève des chantiers navals de Saint-Nazaire, qui était une grève absolument formidable et qui a été victorieuse d'ailleurs. Et donc là, ce qui m'a intéressé, c'est je désespérais plusieurs années de voir la question sociale disparaître. Moi, je dis la question, je ne dis pas la réponse, je dis la question sociale. J'ai vu les journaux faire disparaître les pages sociales. Toutes les pages sociales des journaux, des quotidiens, sont devenues des pages économiques. Et ce sont des pages commerciales, des pages affaires. C'est-à-dire ce qui existait avant 68 a pratiquement disparu. Donc la question sociale s'est éteinte. Et si vous voulez, moi, je parle comme ça, les Gilets jaunes, je suis à peu près persuadé que c'est complètement qu'ils sont apparus pour une raison pour moi relativement claire. C'est que les gens qui sont autour de Macron, d'ailleurs, qui étaient déjà là avec les précédents, notamment avec François Hollande, ils ont eu la peau du code du travail, parce que la réaction syndicale a été battue. Il faut appuyer les choses par leur nom, à un moment donné, ils ont réussi à imposer ces réformes du code du travail qui sont graves et qui se résument à le patron a désormais le droit de faire ce qu'il veut. D'embaucher, de débaucher, comme il veut. Deuxièmement, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à battre une force syndicale qui était très importante, c'est la force des cheminots. Parce que les cheminots, en 1995, ils ont battu le gouvernement Juppé. Juppé a dû démissionner. Là, ils ont battu les cheminots. Dans une certaine mesure, je ne sais pas s'il y a des cheminots parmi vous, quelque part, ils ont humilié le mouvement syndical. Ils l'ont humilié, c'est-à-dire que même les résistances qui demeuraient, qui étaient des structures de résistance en France, ils ont réussi à les battre. Bon. Et simplement, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que eux qui croyaient ce monde-là, qui est le monde de la finance, qui est le monde de Macron, qui est le monde du CAC 40, ils pensaient qu'après avoir battu, avoir vaincu, gagné sur le travail et contre les cheminots, ils ont pensé sans doute qu'ils avaient devant eux un boulevard. Ils allaient pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et donc c'est ça, la disparition de l'APL, etc. Toutes ces choses qui semblaient petites, mais qui n'étaient pas petites pour ceux pour qui ça compte, ces choses-là. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir imposer tout ça. Et ils n'ont pas eu de chance parce que la réaction, elle n'est pas venue des syndicats. Et ça commence à se savoir. Elle est venue de ceux pour qui ça comptait et qui se sont rebellés. C'est une rébellion qui a tourné à ce qu'on peut appeler un soulèvement. Bon, alors on dit des inorganisés. Moi, je n'aime pas trop ce mot, je vais vous dire. Parce que je pense que les Gilets jaunes, pour ce que j'en ai vu, il y en a que j'ai fait connaissance, qui sont du rond-point de Montabon, bon, ils ne sont pas si inorganisés que ça. Ils n'ont pas de structure préétablie, ils n'ont pas de structure syndicale, ils n'ont pas d'histoire syndicale. Mais là où ils sont et où ils se sont organisés, ils ont su très très bien s'organiser. C'est l'histoire des ronds-points, voilà. Bon. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Bon, je ne vais pas être trop long, mais il y a une question qui est posée quand même. Je ne viens pas là pour faire une conférence politique sur les Gilets jaunes, les syndicats politiques, mais il est vrai qu'indéniablement aujourd'hui, la question, vous allez voir pourquoi j'en reviendrai à la presse, la question qui est posée aujourd'hui, à un moment donné, qu'est-ce que devient ce mouvement et qu'est-ce que devient aussi le syndicalisme qui est lui-même en crise profonde. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il devient? C'est là où j'en reviens à la presse, c'est que je pense que la presse, normalement, en tout cas, c'est, je pense, le rôle que peut jouer l'humanité, pas seule, hein, la presse a un rôle aussi d'éducation populaire. Or là, je pense que dans le moment que vit la France, avec la conflit des Gilets jaunes, il y a un grand besoin d'éducation populaire. Parce que si les Gilets jaunes pensent qu'ils n'ont pas envie de se plier aux méthodes syndicales, en revanche, ils ont peut-être aussi à apprendre des choses des gens qui ont une culture syndicale, je dirais une culture de lutte. Parce que ça existe, la culture de lutte. Ça existe. Il ne faut pas s'y plier, mais à un moment donné, elle a une histoire, elle a une culture. Et ça, je pense qu'en tout cas, l'humanité, voilà, là, je vais arrêter, si je serai trop long. Je veux dire, moi, je suis ravi de retrouver Marc Blacher, que j'ai connu au journal. Bon, et pourquoi? Parce que là, dernièrement, l'humanité qui est très faible, qui est très très faible, qui est très menacée, mais à court terme, vraiment à court terme, bon, elle essaye quand même d'être un journal vivant, qui a gardé aussi des structures, des habitudes, des proximités, ça c'est pas la peine de le cacher, et tout. Bon, le Parti communiste s'exprime dans l'humanité, encore heureux, mais pas que. Voilà, là il y a eu un progrès dans ce sens-là. Et puis la belle histoire qui est arrivée avec Marc, mais il va la raconter, je n'ai pas besoin de la raconter, c'est que tout d'un coup, ben, il faut aussi, comme disent les jazzmen qu'on connaît, bon, il va falloir improviser. C'est-à-dire tout n'est pas prévu à l'avance, et que par exemple, ben, le carrefour de Montabon, on avait un ancien de l'UMA qui était dans le coin, et qui nous a raconté le carrefour de Montabon deux reprises. Voilà, bon. Et donc ça, c'est l'avenir de la presse. Parce que c'est tout d'un coup l'information qui va chercher un petit peu ce qu'il y a de nouveau, d'inédit, de surprenant, mais d'authentique, pas loin, sous ses pieds. Voilà. Alors, il m'en veut pas, peut-être que, voilà. Hein. un point sur... Juste, moi je vais pas raconter ma vie si c'est pas le sujet, mais pour dire, illustrer la difficulté du MAC que j'ai appris dans cette affaire. Bon, moi j'habite Maillé, je suis à la retraite, bon voilà. Et puis bon, c'est vrai que quand ce mouvement des Gilets jaunes a éclaté, ce que j'entendais à la radio, j'étais un peu perplexe, ce que c'est. Et puis il y a un ami, enfin une bonne connaissance qui habite dans le coin, qui lui est un homme du pays contrairement à moi, qui m'a dit écoute, il faut que tu viennes voir, c'est drôlement intéressant ce qui se passe à ce carrefour. Donc je me suis dit si vaut mieux pas mourir con, puis d'aller voir. Et puis effectivement j'ai découvert que c'était assez intéressant, que ce que j'entendais n'était... Ça ne veut pas dire que tout ce que j'entendais me plaisait. Je veux dire, par exemple, des réactions autour de l'immigration et tout, j'en ai entendu, mais je veux dire, c'était pas cristallisé là-dessus. Il y avait des choses, sur le fond, il y avait des choses tout à fait intéressantes, passionnantes. Et ma première réaction, je vais vous dire, c'est plus en tant que découvreur, j'ai gardé des liens très affectif et encore des connaissances à l'UMA. J'appelle la rédaction de l'UMA en disant écoutez les amis, je sais que les moyens de l'UMA sont très étriqués, je dis les amis, je ne sais pas ce que vous avez, moi là où je suis, je ne sais pas si c'est représentatif, mais ce que j'entends, ce que je vois, c'est pas ce que j'entends à la radio, à la télé. Est-ce que ça vous intéresse? Les équipes de l'UMA sont si petites qu'il a fallu 2-3 jours pour que ça chemine. Et puis on m'a dit, vas-y, fonce et tout. Et puis petit à petit, donc ça a quand même duré pendant... J'ai fait une série de papiers, bon, peu importe, enfin là c'est pas ça. Mais depuis, j'ai appris à quel point la situation est difficile pour le journal. C'est que tout en étant sous la protection juridique du tribunal, c'est une protection juridique, comment je dirais, très armée. C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs judiciaires nommés par le tribunal qui sont au journal, qui regardent de très près sa gestion, et que aujourd'hui le journal, pour envoyer un membre de la rédaction en reportage quelque part, il faut la signature de l'administrateur judiciaire. Il ne suffit pas que le directeur de l'UMA dise je te signe une mission. Il faut que ce soit contresigné par l'administrateur judiciaire. Et si celui-ci estime
que compte tenu de ce qu'il y a en cours en caisse, ça va pas, le journaliste il part pas. Et donc j'ai compris que ma démarche était d'autant plus bienvenue au-delà de ma petite personne, que le journal était en grande difficulté pour mener ce travail de terrain et que ça leur était très difficile aujourd'hui d'aller au-delà de la région parisienne. Or, comme l'une des caractéristiques de ce mouvement, c'est justement de ne pas être dans les grands centres urbains, mais d'être dans ce qu'on dit aujourd'hui les territoires, voilà, ça illustre l'une des difficultés du journal que, voilà, je vais vous le dire, c'est surtout de ce point de vue que ça me paraît intéressant à savoir à quel point la situation est difficile. Alors le deuxième élément, moi je veux dire, je ne suis pas du tout journaliste de formation, je travaillais dans une grande entreprise, je suis venu à l'UMA dans un parcours militant, je ne vais pas m'en cacher, au sein du PCF. Et alors je ne sais pas ce que c'en est aujourd'hui parce que beaucoup de choses ont changé, que le PCF s'est beaucoup rétréci, donc je ne sais pas, mais il y avait une culture à l'UMA d'avoir un double courant de journalistes, des journalistes issus de l'université, de la formation, et puis des journalistes militants politiques qu'on formait au journal. Et il se trouve, bon, par mon parcours militant, je connaissais le directeur du journal de l'époque, Roland Leroy, mais dans un cadre très militant. Et puis un jour, il me dit, on se voit, il m'appelle, puis il me dit, qu'est-ce que tu dirais de venir à l'UMA? Bon, j'ai regardé, j'ai dit, bah attends, c'est pour quitter mon entreprise, pour aller faire de l'administration à l'UMA, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je préfère être au milieu de mes collègues et tout, bon. Eh bien, je ne te parle pas de ça. Bon, puis petit à petit, j'ai découvert qu'on me proposait des journalistes. Alors moi, j'écrivais à l'époque, des tracts comme on écrivait à l'époque, c'est-à-dire des mots d'ordre, quoi. Mais j'avais jamais rien écrit d'autre. J'ai dit, bon. Donc voilà, et l'UMA m'a formé. Et mon attachement à l'UMA tient à deux choses. D'abord parce que ça m'a fait découvrir, et si mes convictions sur le fond restent les mêmes, bon, l'histoire a fait que j'ai eu un autre regard, mais ça m'a ouvert énormément d'horizons. Et j'ai petit à petit, au contact avec mes collègues de l'UMA, mais il se trouve que aussi mes confrères et consoeurs d'autres journaux, j'ai petit à petit compris que le journaliste, c'était certes, contrairement à ce qu'on nous dit, on a des convictions, tous les journalistes ont des convictions, pas qu'on nous raconte d'histoire, mais c'est de savoir, c'est pas de tenir un discours idéologique dans le journal, mais c'est comment ce regard, un parti pris, moi j'ai un parti pris, quand je suis au rond-point de Montabon et que je parle de ces hommes et de ces femmes, j'ai un parti pris. J'ai un parti pris de sympathie pour ce que ça exprime. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ni rien, c'est pas le sujet, mais de sympathie avec ce que ça exprime. Mais comment essayer de donner justement le fond et pas d'en rester à la surface des choses et d'être à l'écoute, de voir que ce sont des hommes et des femmes qui ont leur vie, qui traînent souvent beaucoup de souffrances sociales, parfois personnelles aussi, voilà, et qui ont des idées sur lesquelles on a des débats, on n'est pas forcément d'accord, mais donner à comprendre cela, et donner à comprendre, y compris de quoi on y discute, de quoi, quelles sont les aspirations, et que ce ne sont pas des, comment il a dit l'autre, des Jojo gilets jaunes. Ce sont des hommes et des femmes qui pensent autant que ceux qui l'entourent. Merci Marc pour ce témoignage. Juan, donc, toi tu écris régulièrement dans le monde Diplo. D'après toi, donc par rapport à cette situation, je pense que tout à l'heure, hein, dans la deuxième partie, tu auras l'occasion de revenir sur ce que tu écris dans le crépuscule à propos de la presse. Si on survit jusque-là. Si on survit jusque-là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que toi qui es né dans une génération des nouveaux médias, est-ce que la presse papier a un avenir? Est-ce qu'elle n'en a pas? Est-ce qu'on lit, est-ce qu'on pense pareil quand on lit du papier et quand on lit un écran? Et voilà, enfin, et puis qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de l'UMA, justement? Sous sa forme actuelle, la presse n'a plus aucun avenir en France. Pour moi, c'est évident.
qui m'intéressait, c'est que donc Crépuscule, tout le monde en a parlé à peu près dans plein de pays dans le monde entier. Et donc à chaque fois, j'allais voir un peu pour voir si les médias qui en parlaient avaient une importance ou si c'était juste des sortes de petits blogs sans intérêt. Donc par exemple, je vois qu'on en parle en Norvège. Donc j'essaie d'aller chercher ce que c'était ce média norvégien. Je me rends compte que c'est le principal quotidien norvégien qui parlait de Crépuscule, alors que personne n'en parlait en France, évidemment. Et je me rends compte qu'en fait, ce quotidien, dans un pays de 5 millions d'habitants, il y a une diffusion payée quotidienne qui est plus grande que celle du monde, dans un pays qui a plus de 60 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a plus de 600 000 copies qui sont vendues chaque jour de ce quotidien, dont je ne me souviens pas du nom, je suis désolé, et pour 300 000 copies payées du monde. Et avec une rédaction qui est une fois et demie plus importante, avec 600 personnes. Et donc là, je me suis dit quand même, il y a quelque chose, quoi. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait une désaffection de la part des Français par rapport à une presse qui est devenue de très mauvaise qualité, y compris dans l'humanité, parce qu'il n'y a plus assez de journalistes pour faire le travail, tout simplement. Donc les journalistes sont obligés de traiter beaucoup trop de sujets sans avoir le temps de les approfondir, et surtout, ils n'ont pas la capacité à saisir le temps du pays, en fait, tout simplement, et le ton aussi du pays. Et comme vous le dites, avec un resserrement sur les villes principales et autres. Et les Gilets jaunes, c'est évidemment une révolte contre ça, contre le fait que la parole de l'ensemble des territoires et du pays n'est pas portée dans l'espace médiatique, dans l'espace politique du coup, parce que ça finit par faire des petites boucles qui s'auto-alimentent. Et on se retrouve à un moment avec une non-diction de ces intérêts qui font que quoi ? Qu'évidemment, ces intérêts-là ne sont pas pris en compte à Paris. On commence à jouer contre le reste du territoire, et à un moment ça explose parce que la tension est tellement forte qu'il faut porter cette parole d'une façon ou d'une autre. Et s'il faut la porter par la rue en occupant les ronds-points, s'il faut aller manifester samedi, on y va. Donc, les Gilets jaunes, c'est avant tout l'expression d'une crise médiatique. C'est-à-dire au sens littéral du terme, de la capacité à exprimer une parole et à porter une parole qui était éteinte, écrasée. Et là, je ne parle même pas, parce qu'il faudrait rajouter à ça la question de la classe, enfin le mépris de classe qui s'ajoute à ça, qui fait que si vous êtes provincial, vous êtes un beauf, et vous êtes... Enfin, il y a toute une série comme ça mais vraiment caricaturalement exprimée telle quelle. Là, je raccourcis, mais quand vous lisez la plupart des articles sur les Gilets jaunes, les 3 premiers mois de mobilisation, c'est la même chose sur beaucoup de signes. C'est la même chose étendue sur des pages et des pages, en gros. Mais ça revient à dire, il y a des pauvres qui se sont levés et on s'en fiche complètement de leur opinion. Et donc, face à ça, évidemment, il y a un mouvement de radicalisation très forte contre aussi l'espace médiatique. C'est-à-dire de dire à un moment, c'est pas seulement l'espace politique en tant que tel, c'est l'ensemble d'un système qui est remis en question et qui doit être remis en question. Et on est dans un système, ou dans un écosystème où en gros les ressources qui finançaient principalement l'espace médiatique, qui était la publicité dans les années 90, ont très brutalement basculé, d'abord dans les années 80 et 90 vers la télévision, et ensuite dans les années 90 et 2000, et c'est là où ça devient vraiment grave, vers Internet et les réseaux sociaux. En gros, Facebook et Google font de l'argent grâce à la publicité. Cette publicité était où avant ? Dans les médias. Et ça permettait aux médias d'avoir en gros de grands financements qui leur permettaient d'avoir des rédactions beaucoup plus importantes. Et cette captation de ressources de la part de ceux qui produisent de l'information vers des plateformes qui ne font que la redistribuer sans y participer, sans participer au financement, a évidemment encore plus dégradé un écosystème médiatique qui n'allait pas déjà fort, et donc du coup ça a dégradé la qualité de l'information, du coup ça a dégradé la confiance des gens dans l'information, du coup ça a dégradé l'équilibre économique parce que les gens l'achetaient moins, et on se retrouve en fait dans des boucles comme ça où finalement la presse est obligée de s'asservir à un certain nombre d'oligarques, 10 personnes qui détiennent 90% de la presse écrite nationale de ce pays, 10 personnes qui se connaissent, qui couchent ensemble, qui se marient ensemble, enfin entre les Arnaud, les Niel, je pourrais vous faire les généalogies. J'ai appris il y a 3 jours l'existence de Zoé Bouygues-Bolloré, qui est la petite fille qui est la fille de Yannick Bolloré, qui s'est mariée avec Chloé Bouygues. Chloé Bouygues, qui est la petite fille de Francis Bouygues, pardon, qui est le père de Martin Bouygues, qui s'est marié avec le fils de Vincent Bolloré. Et donc on en est là, quoi. C'est-à-dire que vraiment dans des sortes de... Et ces personnes-là sont celles qui détiennent ou vont détenir, parce que la pauvre Zoé, je pense qu'elle a 8 ans aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais c'est déjà une des personnes les plus riches de France. Ils vont détenir nos moyens nos moyens de communication, en fait, de transmission d'informations. Donc nécessairement, par rapport à ça, il y a un désinvestissement radical, d'autant plus que les journalistes qui arrivent à se faire un chemin au sein de cet espace médiatique sont très précarisés, sont assez exploités. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a donc pas de moyens, y compris pour ceux qui sont dedans. Et donc leur capacité à être créatif, à être incisif, à porter une parole différente est réduite quasiment à rien. Et du coup, ça devient des sortes de robots qui sont chargés de relayer une parole déjà existante qui, la plupart du temps, est quoi ? Et la parole des pouvoirs installés.
Et donc face à cette situation-là, on a un écrasement en fait, et une perte de confiance qui est généralisée, qui fait que même s'il y a des journaux qui restent de meilleure qualité que d'autres, en fait de façon générale, on a du mal à attribuer une légitimité à ces espaces-là. Et du coup derrière, ça crée quoi? Ça crée la naissance d'espaces alternatifs qui sont moins contrôlés, pour le meilleur mais aussi pour le pire, où commencent à être relayées des paroles qui sont parfois très destructrices pour la démocratie, pour les valeurs qui sont les nôtres, et des personnes qui s'y précipitent parce qu'elles n'arrivent plus à faire la distinction en fait entre ce qui est légitime et ce qui n'est pas. Et en même temps, parfois on peut le comprendre parce que les manipulations peuvent être tellement grossières, y compris dans l'espace médiatique traditionnel, qu'on se retrouve dans des situations où la confusion peut intervenir. Donc oui, moi les Gilets jaunes, avant tout, je pense que Crépuscule a très bien marché à cause de ça, parce que il met les mots sur le pourquoi de ces crises de confiance massive qui derrière a produit l'accroissement des inégalités, l'aggravement de la condition sociale, parce que c'est à partir de votre capacité à saisir du réel que vous êtes capable de peser politiquement en démocratie. Un vote n'a de sens que s'il est informé. Si vous votez pour A en pensant que A et B, votre vote ne sert strictement à rien. Autant aller vivre dans un pays sans élection, ça reviendra strictement même. Donc la clé pour faire vivre la démocratie, mais vraiment au sens fort du terme, c'est tout simplement de savoir pour qui vous allez voter. Et savoir pour qui vous allez voter, vous avez besoin d'une information pluraliste. Et on l'a vu, on ne va pas en parler maintenant, mais ce qui s'est passé avec Macron, c'est l'exact inverse. En fait, ça a été une sorte d'entonnoir dans lequel on nous a présenté quelqu'un de X façon alors qu'il était Y. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont précipitées et qui se sont senties trahies, violemment trahies, et qui aujourd'hui se rebellent en disant c'est pas possible, on est prêt à faire la révolution. Et je trouve ça très salutaire parce que pour recréer un nouvel équilibre et un nouvel écosystème médiatique, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra faire autrement qu'en faisant une révolution et en coupant symboliquement quelques têtes, symboliquement, notamment de ceux qui sont appropriés cet espace informationnel. Merci. Juan, oui, puis après ce sera la parole je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à un tête à queue qui a eu lieu dans la presse à propos des Gilets jaunes. C'est qu'il faut quand même savoir qu'au début, il y a une partie de la presse qui a été relativement complaisante aux Gilets jaunes. Pour une raison, je vous dis franchement, je pense que du moment qu'il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de parti politique, il y avait quelque chose à faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, parce qu'ils ont pensé que c'était fragile, et donc ils ont même poussé l'affaire jusqu'à déceler dans les Gilets jaunes des germes d'islamophobie, de xénophobie, etc., etc. Bon, et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça ne se passait pas comme ça. Et donc, il y a eu un truc, moi je lis tous les dimanches, parce que je garde le réflexe de journaliste, bon, je lis Le Parisien et le Journal du Dimanche. Ce sont des journaux très lus le week-end. Ces journaux, ils étaient ce qu'ils étaient. Ils étaient relativement médiocres. Mais depuis qu'il y a cette résistance des Gilets jaunes au système Macron, à un moment donné, vous ne pouvez pas imaginer, je ne sais pas si vous les regardez, les unes de ces journaux sont devenues des tracts. C'est devenu la Pravda de Macron. Bon, parce que ce sont des amis qui les dirigent maintenant. Mais non seulement ils les dirigent, mais ce sont, comme ça a été dit dans notre cas, des chiens de garde. Voilà. Et donc c'est désolant, parce que c'est une abomination pour le journalisme. Ça devient cette espèce de garde qui est montée autour, et plus Macron est en difficulté, et plus ces journaux se radicalisent dans la garde qu'il faut monter autour de lui. Donc, alors, j'arrête, mais je vais vous dire, l'humanité, parlons franchement, il n'y avait pas de journal peut-être plus vertical que l'humanité pendant toute une durée, pendant toute une époque. Pourquoi? Parce que c'était d'idéologie communiste, d'idéologie dans le parti communiste, qui est l'organe central et tout. Donc ça fonctionnait quand même beaucoup d'en haut, mais avec beaucoup de militants quand même, qui n'étaient pas que d'en haut. Ça, il faut ne pas être caricatural. Sauf qu'à l'heure actuelle, vous vous rendez compte, c'est pour ça que l'histoire de Marc Blachère est très intéressante. Le journal qui s'intéresse un petit peu plus à ce qu'on appelle l'horizontalité aujourd'hui, ça devient un petit peu pour une part de l'humanité. Il y a un renversement des rôles. Bon, il y a des journaux qui sont devenus hyper directifs. C'est les journaux dont je vous parlais, et l'humanité, tout d'un coup, se trouve un rôle. L'humanité, parlons franchement, au début, je l'ai lu dans les colonnes, l'humanité, il y a 5 mois, était un peu méfiante vis-à-vis des Gilets jaunes. Comme on dit dans mon pays, qu'est-ce à court? Mais d'où ils sortent cela? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où sont leurs garanties? Où sont leurs... Oui, il y a eu ça à un moment donné. Il y a eu même la trace à un moment donné. Je le sais très bien, et je m'en suis ému à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas la main de l'extrême droite
dans cette affaire des Gilets jaunes. Parce que comme il n'y avait pas de garantie, c'est pas la CGT, c'est pas les syndicats, c'est pas un parti, c'est pas la gauche, c'est même pas la gauche, les Gilets jaunes. Il faut prendre les choses comme elles sont. Donc il fallait se méfier. Bon. Et puis là où Marx qui raconte très intéressant, mais il n'y a pas que moi, c'est qu'au fur et à mesure, c'est la réalité qui l'a emporté. Et la réalité, c'est ce que disaient les Gilets jaunes. Donc, de la part de l'humanité, mais pas de l'humanité, le monde diplomatique, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Juan Franco, mais sur les Gilets jaunes, le monde diplomatique a été excellent. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça devait arriver. En plus, c'est un comble parce que j'ai un peu connu son père. Hein. Ben oui, Paul Branco, hein, qui était un ami des cinéastes que je connaissais bien, Jacques Rosier, tout ça. Bon, ils sont fermés la parenthèse. Il ne va pas aimer, Donc voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'était que je pense qu'il faut suivre ça de très près. Et je m'arrête quand même, l'humanité aujourd'hui bénéficie d'un soutien de ses lecteurs extraordinaire. Ça vient de passer. C'est pas Notre-Dame de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de Bernard Arnault, hein, il n'y a pas de... Voilà, donc... mais quand même, elle est en train de passer les 2,2 millions, 2,3 millions d'euros de versement. Et il y a une remontée un petit peu du lectorat sous la forme des abonnements. Bon, je vous encourage vivement quand même à essayer de voir de ce côté-là si vous ne pouvez pas un petit peu donner un petit coup de main, hein, un petit coup de pouce. Voilà, bon, mais je m'arrête, excusez-moi. Alors, il y a un micro, ceux qui veulent questionner cette question ou dire leur point de vue sur la question de la presse, quelle pratique on a chacun ici de la presse écrite, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est encore importante pour quelqu'un? J'ai le micro, donc j'en profite aussi. C'est une simple. Peut-être d'abord. Mon point de vue sur la presse, c'est que avant les journaux étaient accrochés dans la petite cabane au fond du jardin. Et je pense qu'aujourd'hui, le Ouest France et autres journaux ont toute sa place là-bas parce que perso, quand je lis les articles, je n'en ressors pas grand-chose à part prendre mon crayon rouge et puis corriger le peu des aberrations que je vois. Donc voilà, mon point de vue sur la presse écrite, c'est qu'au fond du jardin, dans la cabane, c'est très bien. Pour se torcher le cul, Eric, t'as pas compris. C'est ça, très factuel ma question. Et je suis très intéressé parce que Juan Branco a signalé l'existence, si j'ai bien compris, en Norvège, c'est bien en Norvège, d'un journal qui a une diffusion formidable, une qualité d'écriture, une qualité de journaliste d'équipe. Quel est le secret? Quel est le secret? Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que ce truc-là existe? Et sur quoi ça vit? Et comment ça se fait qu'il peut y avoir un journal comme ça, alors que tous les autres ailleurs dans le monde sont dans la situation que tu signalais? Je pense que mes camarades en savent plus sur les modèles qui ont permis à la presse d'avoir une certaine santé en France. Je ne dis pas que la Norvège est le seul paradis terrestre, hein, mais non, au contraire, je disais que justement, je découvrais dans des pays comme la Norvège la possibilité pour une presse indépendante et vigoureuse d'exister, notamment du fait qu'elle n'était pas asservie à des liens financiers, à des grands groupes ou des grandes fortunes personnelles dont la fortune dépendait de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si les Bernard Arnault, Bolloré, Niel et compagnie achètent des journaux, c'est parce que leurs affaires dépendent en grande partie du soutien de l'État et qu'ils ont besoin d'acheter une influence politique qu'ils vont utiliser pour faire de l'argent et donc qu'ils vont appuyer sur le contenu, d'une part pour influencer les politiques et d'autre part pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enquête ou de journalisme sérieux sur la question sociale, sur leurs affaires, etc. Et donc on a vu en fait une destruction à la pelleteuse de la qualité journalistique ces 20 dernières années par ces oligarques, qui n'avaient pour objectif que de rendre inoffensifs les médias. Donc sur les dispositifs réglementaires et autres qui pourraient être mis en place, on a eu un modèle, enfin vous parliez du CNR, et après 46, tout d'un coup on arrive à recréer une presse libre, enfin après 44, en 2 ans, on arrive à avoir 60 titres nationaux qui sortent de nulle part. Alors très vite, beaucoup s'effondrent, hein, mais c'est-à-dire on a une capacité très rapide en fait à recréer des modèles économiques pour peu que vous ayez le soutien de l'État, que vous ayez des règles assez claires sur l'indépendance économique des titres, sur la capacité à récupérer des subventions selon tel et tel critère, etc. C'est une pure question de volonté politique, la situation à laquelle on s'est trouvé aujourd'hui. On a des hommes politiques qui étaient intéressés
dans le fait d'asservir la presse, parce que ça rendait plus confortable leur carrière, tout simplement. Ça leur permettait d'avoir des enquêtes peut-être moins acides, un regard moins destructeur sur leur propre corruption. On a bien vu comment Bolloré, après avoir racheté Canal+, a fait supprimer les Guignols, le zapping, tous les journaux d'investigation qui existaient, enfin les émissions d'investigation qui existaient. C'est évidemment pour essayer de réduire la portée critique de ces espaces-là. Contre qui? Contre, à l'époque, contre son meilleur ami Sarkozy. Donc on est dans une situation où, encore une fois, le politique avait objectivement intérêt à avoir une presse asservie. Et donc elle a mis en place des dispositifs législatifs, réglementaires et économiques qui ont asservi cette presse et qui ont permis de créer ce système qui va... En même temps, on disait les cheminots, etc. Mais à la limite, c'est presque mieux, c'est-à-dire qu'ils nous ont poussés à bout. Et donc maintenant, il n'y a plus vraiment d'alternative que de les renverser, en fait. Il y a vraiment une dialectique. Eux-mêmes ont créé une dialectique de radicalisation qui fait qu'il n'y a plus possibilité à l'intérieur du système de penser que, et du coup de se retrouver dans les compromis bancaux des 20 dernières années, où on a vu le Parti Socialiste s'effondrer, on a vu tous les journalistes s'effondrer parce qu'ils ont pas arrêté de se dire non mais c'est pas, ça pourrait être pire, nanana, donc ça se dégradait, et il n'y avait pas de réaction de vie en fait, de pulsion de vie qui disait non, là on arrête d'accepter que l'existant pourrait être la moins pire des solutions et on reprend à zéro. Et moi je pense que ce qui est en train de naître dans ce pays avec les Gilets jaunes, c'est l'idée de commencer à repenser vraiment du socle une nouvelle société où on mette à bas en fait tous ces mini-compromis qui amènent à des journaux comme Humanité à une forme d'agonie douce en fait, où on finit par essayer on agonise, ouais, c'est ça, on met des années et des années et des années à agoniser, et ça a toujours un peu moins de sens de les soutenir, si ce n'est pour la charge symbolique et le passé, ce que ça incarnait un jour, et en même temps, on n'a pas envie de le voir disparaître, parce que ça deviendrait vraiment une catastrophe si on commençait à perdre même des journaux comme celui-là, et en fait, mais on est sur quelque chose, une posture purement défensive, qui du coup fait que les gens viennent pas. Là, si vous êtes aujourd'hui enfin c'est quand même délirant ce qu'on est en train de faire, on est sous la pluie, il fait froid, c'est super désagréable, et on est là en train de tenir droit, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui pourrait basculer, et qu'on a envie d'y participer, et cette énergie, cet élan vital, il vient justement de l'idée que c'est plus des luttes défensives, c'est plus on va préserver ce qu'ils nous ont laissé, ou on va plus lutter que contre la réforme Blanquer, vous voyez, qui va encore un peu plus désagréger l'éducation nationale. Mais à un moment, enfin, il faut dire, même si on gagnait contre la réforme Blanquer, le système est déjà tellement pourrissant que, enfin, on n'aura rien gagné finalement, quoi. Donc là, on a cette force qui est de se dire non, on reprend à zéro et on a une capacité de reconstruire dans la totalité cet espace-là, parce que évidemment l'éducation est fortement liée à la question médiatique, la capacité d'avoir un regard, une instruction, ça joue énormément dans la possibilité d'avoir une presse libre. Et je pense que ça donne une énergie qui est magnifique, quoi. Je pense. Tout ça. Alors, juste, il va falloir peut-être qu'on abrège la première partie, il est 19h20 je crois. Et donc, il y avait une intervention, je crois, là-bas, oui. Et puis éventuellement Marc, et puis après peut-être, tu voudras aussi intervenir? Ouais, il ne faut pas qu'on dure trop longtemps, donc les 3 interventions qui sont là, et puis voilà. Bonsoir à tous, merci pour cette soirée en tout cas. J'avais une question par rapport à savoir, est-ce qu'il existe une liste exhaustive pour savoir qui a quoi en France sur la presse, en tant que magazine, journaux, et surtout surtout les éditeurs aussi, tout ce qui est éditeur. Parce que ça, je sais pas, je sais que le monde diplomatique avait fait quelque chose, une carte. Oui, on l'a dans le café, la fiche en question, mais qui est actualisée tout le temps, donc elle n'est peut-être pas à l'heure. Pas pour les éditeurs. D'accord. J'avais une deuxième question en fait, parce qu'on parle beaucoup de la presse, tout ça, des médias, on parle pas beaucoup des sondages en fait. Tout ce qui est sondage en fait, qui appartient à qui d'ailleurs, je pense que ça appartient aussi à des gens qui ont pas mal de pouvoir. Donc je voudrais bien avoir des réponses. Donc c'était quoi, Marc? Oui, juste, j'essaie d'être très vite, sur ce point, l'économie, je fais l'économie de la presse. Il y a une spirale infernale. Cette question sur laquelle se bat l'UMA depuis des années, sur le soutien aux journaux à faibles ressources publicitaires. Alors certes, évidemment, l'UMA... s'est interrogé, a dû s'interroger aussi sur son rôle, sur son contenu, sur tout ça. Mais il faut bien voir que c'est une arme terrible. Par exemple, quand on prend
ce que défend l'UMA est minoritaire dans le pays, le journal, forcément, ça a une influence. Les idées majoritaires, mais vous prenez le Figaro. Non seulement le Figaro, bien qu'aujourd'hui il ait aussi des difficultés financières, il n'y a aucun journal qui est en bonne santé financière, en fonction de ce que Joanne a dit. Mais le Figaro, par exemple, se diffuse, vous avez des chaînes d'hôtels où on vous dépose le Figaro tous les matins dans votre chambre. Vous ne payez pas, mais ça joue ça joue dans la pub. Les abonnements qui sont pris par les institutions. Or, de ce point de vue, par exemple, un journal comme l'UMA a très peu d'abonnements institutionnels dans les réseaux de bibliothèques et la pub est une arme terrible. Et alors, ça a des conséquences. Quand l'UMA veut mettre en avant ou fait un travail, je crois c'est l'un des journaux qui a le plus travaillé sur le fond de la question des Gilets jaunes, voudrait le porter. Il y a des choses auxquelles on a dû renoncer. Parce qu'on augmente la diffusion auprès des diffuseurs de presse. Mais si le journal il ne va pas se vendre, c'est pas parce que vous avez dans le kiosque du coin ou à la maison de la presse du coin, vous mettez 10 journaux de plus qui vont se vendre spontanément. Donc vous ne les vendez pas. Le retour vous coûte extrêmement cher. Donc on ne peut pas se permettre, quand on a peu de moyens, de mettre plus de journaux en vente dans les réseaux de diffusion, parce que la non-vente coûtera très très cher au journal. Vous voyez, et évidemment après, sur la publicité, c'est une bataille infernale de l'UMA pour avoir des publicités, voire même auprès d'un certain nombre d'annonceurs, comme on dit, institutionnels. Il y a des campagnes de pub des institutionnels, parfois, il y a un autre aspect. Les radios, les télés, vous prenez, moi, une émission, c'est l'une des émissions à la télé que je supporte pas, comment ça s'appelle, C'est dans l'air sur la 5. Vous avez des journalistes abonnés de cette émission, il n'y a aucun pluralisme. Vous n'avez jamais aucun journaliste de l'UMA, ou c'est extrêmement rare, invité, je ne parle même pas d'un invité régulier, mais invité dans une tribune, dans un carrefour où se retrouvent des journalistes. C'est dans l'entre-soi. Donc tout ça, ça joue énormément. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, bon, je voudrais concernant ce que disait Juan Branco, en fait, je voulais savoir, étant donné qu'on est dans un système qui a l'air cadenassé, du point de vue des oligarques qui dirigent à la fois les médias, qui promeuvent les futurs présidents, etc., comme vous le racontez très bien dans votre livre, je voulais savoir si vous trouviez qu'il y a une faille quelque part, où est-ce qu'on s'attaque en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de rallier les médias à notre cause, qui a l'air impossible en fait, étant donné qui les dirige? Est-ce qu'on reprend des institutions? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je comprends bien, on sort dans la rue, on fait chier un peu notre État en bloquant des zones stratégiques, etc., pour se faire entendre. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour essayer de renverser un petit peu le système qui est en place? Peut-être que ta question, on va la traiter dans la seconde partie. Moi, j'aurais tendance à te répondre quand même que toute la presse n'est pas acquise. La finance, et qu'il faut soutenir l'humain, ou la Croix, ou le Canard enchaîné, qui sont les rares outils d'information qui ne sont pas... voilà. Tu veux terminer sur cette question qui est très importante? Moi, je pense très brièvement que la façon de répondre à ce défi, c'est en même temps ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi, les cultures populaires. La culture populaire. Et notamment une grande culture qui a existé, dont je pense qu'elle n'est pas aussi morte qu'on veut bien le dire, c'est la culture du mouvement ouvrier. Parce que avec le mouvement ouvrier, l'intérêt que ça avait, c'était pas uniquement la question de l'organisation, le syndicat, le parti, l'association, etc. C'était aussi qu'il y avait des gens qui avaient emmagasiné une conscience sociale et une conscience culturelle. Moi, à l'époque dont je vous parlais tout à l'heure, Juan Branco l'a évoqué à un moment donné, celle de la Libération. À la Libération, il y avait beaucoup de journaux, mais il y a eu Jean Villard, et il y avait des syndicats, et il y avait donc toute une floraison, à un moment donné, disons, de culture sur tous les terrains, et il n'y a pas de meilleure résistance à un moment donné que celle-là.
Moi, la protestation contre, je ne sais pas s'il va en être question avec Juan tout à l'heure, j'ai lu le livre. Hein. Bon, c'est une démolition en règle de la, disons pour parler vite, de la bande à Macron. Quoi, hein. Bon. Mais la question que pose ce livre, à la fin, à un moment donné, je crois que c'est une question que pose un petit peu le préfacier, hein, qui s'appelle Denis Robert. Voilà. Vous verrez, si vous lisez le livre, c'est très intéressant que le livre, qu'à l'intérieur du livre, il y ait une préface qui pose une question à l'auteur. Il dit, es-tu sûr que ce soit la meilleure issue? Hein, c'est quelque chose comme... C'est très intéressant, ça. Oui, voilà. Bon. Et donc, c'est une question que je me pose aussi. Bon, destituons Macron. Moi, si on destitue Macron, je ne vais pas pleurer. Parce que, quelque part, je déteste ce profil d'homme politique et d'homme économique et d'homme banquier et tout ce qu'on veut. Il y a tout ce que j'ai détesté dans ma vie, d'un point de vue de classe, il l'incarne. Mais en même temps, je sais très bien que, comme dit l'autre, quand vous aurez tué Macron, il y en aura toujours un deuxième qui va arriver derrière. C'est ça la culture du moment ouvrier. C'est se fixer sur des personnes parce que les personnes comptent. Et on s'en rend compte aujourd'hui depuis bientôt 2 ans. Bon, et en même temps, il faut quand même un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et la culture du mouvement ouvrier, c'était de raisonner sur l'état de la société et le devenir de la société. S'il fallait changer les choses, il fallait que les gens réfléchissent un peu à ce qu'ils voulaient changer, comment le changer et qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place. Bon, ça, ce sont des questions capitales. C'est pour ça que je pense que dans la période à venir, l'histoire de quelque part du dialogue entre ce qu'il reste, en tout cas les traces du mouvement ouvrier, ce que j'appelle la culture du mouvement ouvrier, et ce qui a exprimé spontanément, de façon extraordinaire, le mouvement des Gilets jaunes, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'il va falloir que des deux côtés, ça réfléchisse quand même. Et vite, parce que le temps presse. Voilà. Donc c'est ça, je voulais vous dire ça, c'est pour répondre un peu à votre question. Je pense que la culture, pas la culture spectacle, mais la culture que les gens, disons, travaillent dans leur tête avec les autres, dans leurs rencontres, comme y compris, je pense, sur les ronds-points et tout. Je pense qu'il y a... J'ai vu... Alors, moi, je vais vous dire, je suis à la retraite, mais je m'intéresse encore à ça. J'ai regardé d'une façon... Ma femme me disait, tu vas arrêter avec tes gilets jaunes, là, parce que toute la journée, je la passais à lire les journaux et à regarder les trucs de télé où s'exprimaient les gilets jaunes. Et j'ai vu, tout d'un coup, évoluer tout un monde qui était en train de prendre conscience de bien d'autres choses que les fins de mois. Les fins de mois, pour Macron, ça a été terrible. Ça a été mortel pour lui. Parce qu'il pouvait raconter tout ce qu'il voulait. À un moment donné, si les gens me disent avec quoi je finis mes mois, comment je finis mes mois, là, c'est implacable. Disons, là, je pense qu'il a été mis très, très mal à cause de ça. Mais en même temps, j'ai vu les gilets jaunes eux-mêmes, je m'arrête, je vais vous dire, mais quand même commencer à aborder beaucoup de sujets. On disait qu'ils s'intéressaient à rien d'autre, qu'ils n'avaient rien d'universel. Est-ce que ça l'était à une époque? Peut-être. Mais c'est devenu faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. C'est le dialogue entre eux. Et aussi, ils se sont intéressés à bien d'autres choses. Et je pense que c'est ça qu'on a devant nous. Mais encore une fois, moi, je plaide un petit peu pour essayer de retrouver les qualités de ce qu'on a appelé la culture du mouvement ouvrier. Pour moi, elle n'est pas aussi morte qu'on veut bien le dire. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long.